Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, les titres. Le personnel du secteur des finances a entamé aujourd'hui une grève de 5 jours pour exiger des autorités la signature de l'arrêté statuant les modalités d'application des ristournes dans les différentes régies financières. Écho dans ce journal. À suivre également dans ce journal les échos des prix des produits du panier de la ménagère. Le constat est simple, l'envolée des prix continue. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Signature ce jour 6 juillet 2015 à Bruxelles du montant indicatif régional au titre du 11e fête d'un montant total de 1,15 milliard d'euros. Ce nouveau financement régional en faveur de la coopération portant sur la période allant jusqu'à 2020 a été co-signé par le commissaire européen à la coopération internationale et au développement avec les représentants d'organisations régionales de l'Afrique de l'Ouest. Suivant les réactions des représentants de la CEDEAO et de l'UMOA à l'issue de la dite signature. C'est véritablement un plaisir et un honneur pour moi d'avoir procédé à la signature du programme indicatif régional du 11e FED. Et je voudrais à cette occasion réitérer la gratitude de la région Afrique de l'Ouest, les commissions comme les ordonnateurs nationaux, à l'Union européenne et à la Commission de l'Union européenne pour l'appui important qui est ainsi apporté au processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. Les axes qui ont été choisis pour ce programme indicatif régional recouvrent parfaitement les priorités de notre région. La paix, la stabilité et la sécurité, l'approfondissement de l'intégration régionale et le développement économique, et enfin la résilience et la gestion durable de l'environnement. Nous ne pouvons que souhaiter que dans la phase d'identification des projets, il y ait une totale adéquation entre ce programme indicatif régional et les programmes indicatifs nationaux des États membres. Nous souhaitons également que ce programme indicatif régional puisse promouvoir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et soit en adéquation avec l'accord de partenariat économique que nous venons de signer avec l'Union européenne. Je ne peux donc souhaiter plein succès à ce programme indicatif régional et surtout la programmation des étapes futures qui doivent nous amener à la sélection concrète des projets qui devront être financés dans le cadre de la prochaine période quinquennale. Je voudrais remercier tout particulièrement le commissaire Mimica, aujourd'hui et tout le staff de l'Union européenne qui nous a beaucoup soutenus. Et je souhaite que ce programme que nous venons de signer aujourd'hui pour les 5 prochaines années soit un programme qui va permettre à nos populations, je dirais, non seulement de notre région, mais également aux populations européennes qui nous ont aidés à faire ce projet, de vivre un monde meilleur dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Il est à noter que 16 pays bénéficient du programme indicatif régional Union européenne Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo. Retour au pays où les agents du secteur des finances observent depuis ce matin une grève de 5 jours à l'appel du SNAF, du SNAT et le SINATEF. Un débrayage provoqué par le blocage de la signature de l'arrêté statuant les modalités d'application qui déterminent les ristournes dans les différentes régies financières.
Le constat de cette première journée de grève avec notre reporter Souleymane Mouni Barma. Bureau totalement déserté au niveau du bâtiment central du ministère des Finances, guichet fermé au niveau du Trésor national, c'est le constat qui se dégage en cette première journée de débrayage dans les différents services de l'administration financière à l'appel de 3 syndicats du secteur. Le SNAF, le SNAT et le SINATEF exigent du gouvernement la signature de l'arrêté déterminant les modalités d'application de la loi instituant les ristournes aux agents des différentes régies financières. Cet arrêté, comme vous le savez, à un moment donné, le ministre des Finances avait saisi le Conseil d'État pour avoir un avis sur les modalités d'application de la loi, parce que depuis un certain temps, les syndicats protestent contre l'arrêté, l'ancien arrêté, qui consacre la clé de possession de sang. Alors, le Conseil d'État avait clairement signifié au ministre que, en réalité, tous les arrêtés qui ont succédé n'étaient pas conformes à la loi et qu'il faudrait prendre un autre arrêté conforme à la loi. Et c'est ce que donc le ministre a fait. Et ça, tout le monde le sait. Le partage avant n'était pas équitable. Donc il y a un certain nombre de structures du ministère des Finances qui prennent la part de Lyon jusqu'à 70% et donnent des miettes aux autres. Donc le Conseil d'État avait dit que les agents du ministère des Finances, partout là où ils soient, ils participent à la mobilisation des ressources internes de leur domaine. Par conséquent, vouloir partager les ressources en fonction de telle ou telle régie ne ressort pas de la loi. Et c'est ce que le ministère des Finances voulait corriger en proposant un nouvel arrêté qui est conforme à la loi. Et le Conseil d'État avait donné des pistes au ministre pour élaborer un nouvel arrêté. Cela a été fait. D'autres sont mécontents. Ils ont fait des lobbies au niveau de la primature et au niveau du secrétaire général du gouvernement. Ils ont fait des lobbies. Donc l'arrêté, le nouvel arrêté est proposé par le ministre. Tout simplement, on a fait des injonctions et que ces lobbies-là ont fait en sorte que le ministre des Finances a renoncé sur la signature de cet arrêté malgré sa promesse de signer l'arrêté. Alors donc les 3 syndicats réunis ont déposé ce préavis de grève qui commence aujourd'hui. Donc jusqu'au vendredi, Inch'Allah, on va aller en grève et exiger la signature d'un nouvel arrêté conforme à la loi. On n'a pas demandé des faveurs. On demande l'application stricte de la loi. Vous avez vu combien des usagers sont venus aujourd'hui et qui sont retournés tristes et mécontents parce que ils ont des dossiers à gérer. Et la population, c'est elle qui constitue l'État. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits, ils vont se demander quelles sont les raisons de cette grève. Surpris par cette situation, c'est la tristesse qui se lit déjà sur le visage des usagers victimes des conséquences de cette grève. Depuis le début du mouvement des agents des régies financières, plusieurs tentatives de négociation ont eu lieu entre les syndicats et la partie gouvernementale, des tentatives qui ont échoué. L'actualité sur le front social, toujours avec ce point de presse cet après-midi du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yonoun. Il s'est agi pour les responsables de la structure estudiantine d'apprécier la situation née des fuites du PAC 2015, mais aussi celle dans laquelle végètent les étudiants de l'université de Niamey. Le résumé de ce point de presse avec Nasser Antouf. Cette sortie médiatique de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey s'explique au regard de la situation caractérisée par l'aggravation de la précarité matérielle dans laquelle végètent déjà les étudiants de l'Université de Niamey et le refus affiché du gouvernement à payer les bourses trimestrielles. Nous considérons ces discours comme fantaisistes et démagogiques. Nous avions estimé que le gouvernement allait être regardé en face à cette situation des étudiants en ces mois bénis de Ramadan, qui ont des difficultés à pouvoir s'assurer de corrompre les jeunes. Ceux qui ont des tuteurs ont quitté pour s'installer en ville, mais ceux qui n'ont pas continué à prolonger leurs jeunes, même après les heures de la rupture, parce que l'assiette de l'étudiant est vide. Ce traitement inhumain réservé aux étudiants relève de l'insouciance du gouvernement, plus particulièrement des autorités en charge de l'enseignement supérieur. Au même moment, les CNU menacent de fermer les campus et les restaurants universitaires, chose qui rendra
sans aucun doute les étudiants des sans domicile fixe. Et pour tenter d'aggraver une fois de plus la situation, le ministère de l'enseignement supérieur, en complicité avec certains individus, veulent mettre des bus pour acheminer les étudiants pendant qu'ils ne sont pas mis dans leurs droits. Et d'autres n'ont même pas fini l'année académique. Le NUN combattra alors avec la dernière énergie tous ceux qui sont liés à cette surnoiserie. Si le gouvernement ne donne pas suite à nos revendications et persiste dans son mythisme et son indifférence criminelle, le NUN entreprendra des actions de protestation les jours à venir. L'UNUN condamne également les fraudes constatées et reconnues par l'État du Niger dans l'organisation du baccalauréat 2015. Face à ces drames nationaux qui risquent d'entacher la crédibilité du premier diplôme universitaire, l'UNUN exige des poursuites judiciaires contre tous les responsables impliqués dans cette affaire, qu'ils soient des hommes au boubou brodé, aux citoyens ordinaires, et met en garde le gouvernement et la Halcia contre toute tentative d'étouffement de ce dossier. Sans nous substituer au procureur de la République, nous estimons que s'il y a eu des fuites de certaines épreuves, on ne peut masquer la complicité de l'administration, que ce soit au niveau du service du bac ou à l'échelon supérieur. Par conséquent, les élèves ne doivent pas être les seuls poursuivis. Les vrais responsables qui ont mis les épreuves à la disposition des élèves et parents d'élèves doivent être urgemment châtiés conformément à la loi. Tout en souhaitant bonne chance aux candidats, l'UNUN demande à l'État de prendre des mesures idoines pour sauver la crédibilité de ce premier diplôme universitaire. Parlons à présent de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Le Conseil supérieur de la communication a mis en place ce matin un groupe de travail chargé d'élaborer l'avant-projet du décret d'application de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011. Les membres de ce groupe de travail ont un délai de 5 jours pour déposer leur rapport auprès du président du Conseil supérieur de la communication. Et d'autres précisions dans ce compte-rendu de Napistab. Élaboration de l'avant-projet du décret d'application de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, c'est la mission principale de ce groupe de travail mis en place ce lundi par le Conseil supérieur de la communication. Occasion saisie par le président du Conseil supérieur de la communication de souligner l'intérêt qu'accorde son institution pour ce projet. L'intérêt particulier du Conseil supérieur de la communication pour ce décret résulte du diagnostic que nous avons effectué concernant notamment les contenus et la qualité des prestations journalistiques dans notre pays. La plupart des plaintes que le Conseil supérieur de la communication a eu à examiner depuis son installation en avril 2013 sont dues à la diffusion, dans leur grande majorité, à la diffusion de fausses informations par les journalistes, ou en tout cas à la diffusion d'informations qui ne sont pas très fondées ou en tout cas vérifiées. Pour le Conseil supérieur de la communication, il fallait résoudre le problème à sa racine, c'est-à-dire qu'il faut faciliter l'accès des journalistes à l'information publique et aux documents administratifs dans le but d'améliorer la qualité des prestations journalistiques. Le président du Conseil supérieur de la communication a appelé les membres de ce groupe de travail chargé d'élaborer l'avant-projet de décret d'application portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs à tout mettre en œuvre pour produire un document de qualité. Le Conseil supérieur de la communication reste convaincu que un document de qualité sera produit, parce que
d'abord dans toutes vos institutions et vos administrations, vous occupez des questions soit d'accès à l'information directement pour certains et pour d'autres sur des questions liées donc, aux affaires juridiques et aux contentieux. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, les membres du comité, vous encourager à travailler dans la collégialité, dans la complémentarité, afin qu'à l'issue du mandat de 5 jours qui vous a été accordé, que nous puissions disposer d'un avant-projet de décret que le Conseil supérieur de la communication va examiner et adopter. À noter que le document final qui sortira des travaux de ce groupe de travail sera examiné et adopté au cours de la session du Conseil supérieur de la communication du mois de juillet avant d'être soumis au Conseil des ministres. Dans ce journal, jetons un coup d'œil dans le panier de la ménagère. Le Ramadan amorce sa dernière décade et les prix de plusieurs produits sont toujours en hausse. Qu'est-ce qui explique cette envolée des prix? Élément de réponse dans ce reportage signé Memouna Daouda. Près de 3 semaines du mois de Ramadan, les consommateurs continuent à acheter les produits chers sur les marchés. Tomates, oignons, viande, poissons, les prix de tous ces produits connaissent des hausses vertigineuses. Une cherté qui s'explique pour plusieurs raisons. Kuma abin da yasa yana yin tsada kamar ga hanya in ka ce ka dauko shi da Ghana kafin ka zo da shi dan kadan ne na ga saura shi na lalace saboda les produits sont chers parce que le problème de l'extérieur par exemple suna hitowa da Nigeria et Benin da Benin amma namu nan ga nayi mai sun kare kullun na abin da mana ciwon ga lokacin da la viande est chère. J'ai appris à la télé que le kilo de la viande se vend à 2250 francs. Ce n'est pas vrai, car le bétail est cher. Principale victime, les clients lancent ce cri de cœur en ce mois béni de Ramadan. Tout est cher, la viande, le poisson. Ils disent que le gouvernement dédouane tout. Nous demandons au gouvernement de revoir tout cela alors. Je suis venu acheter des légumes. Depuis le début du Ramadan, tout est cher. Nous voulons une baisse. Les commerçants eux-mêmes prennent les produits chers. Ils sont obligés de revendre cher à leur tour. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de revoir les taxes sur les produits. Une baisse des prix de ces produits est vivement souhaitée pour permettre à la ménagère de bien garnir son panier. Clôturons ce journal par ce dossier sur la musique moderne nigérienne. De plus en plus, le contenu des chansons régresse en termes de qualité. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment faire pour y remédier? Élément de réponse dans ce dossier signé Ali Sissé Ibrahim. Bonne réception. La musique adoucit les mœurs, a-t-on coutume de dire. Mais hélas, dans notre société, c'est le contraire qui est actuellement observé. Plutôt que d'adoucir, la musique moderne actuelle de notre pays est en train de pervertir les mœurs et d'incendier la morale à travers le contenu qu'elle véhicule. La dégradation de notre musique est frappante, surtout lorsqu'on sait que dans un passé récent, elle était excellente. Les musiciens doivent vivre de leur art, de leur métier aujourd'hui. Et pour vivre de ce métier-là, ils doivent intéresser le public. Quel public? Un public désaxé culturellement. Donc il faut que les musiciens composent des œuvres qui sont immorales, des œuvres qui sont qui frisent la perversité. Parce que effectivement, ce sont ces choses-là que les gens aiment. Des gens qui sont sortis de leur culture, qui n'ont aucune morale. C'est des choses comme ça qu'ils veulent. Et les musiciens les suivent. Parce que si tu viens chanter, par exemple, il faut vous comporter bien, ce n'est pas bien de mentir, tu donnes des leçons, tout ce que
un artiste a à faire en termes, par exemple, de sensibilisation, en termes de contribution à l'éducation des masses. Parce que c'est là aussi l'un des travaux très importants de l'artiste. Si tu fais des compositions dans ce genre-là, comme nous on le fait aujourd'hui, on chante l'Afrique, on chante le Niger, mais ça dit qui à quoi? Ça dit quoi à qui? Et comment cette composition va me procurer de l'argent? Non, parce que ça n'intéresse personne. Parce que j'ai affaire à des gens qui sont culturellement désaxés. De leur côté, les défenseurs des intérêts des musiciens ne sont pas insensibles à la détérioration du contenu qu'offrent les musiciens à travers leurs chansons. Au niveau de la musique moderne, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et ils préfèrent, par exemple, aujourd'hui, gagner tout de suite le fruit de leur travail. Cela veut dire que ils ont déjà pris l'option d'aller où, par exemple, c'est-à-dire qu'ils préfèrent tout de suite, ils font l'activité et on les rémunère. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous les rencontrez au niveau des mariages, au niveau des baptêmes, mais également c'est-à-dire que donc au niveau de certains bars. Ça c'est le premier facteur. Mais le facteur le plus important qu'il y a à cela, c'est le manque de formation. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'un musicien n'a pas une formation dans le domaine, il est limité. Cependant, pour les spécialistes et enseignants de la musique, le problème des prestations musicales des chanteurs nigériens provient de leur insuffisance au niveau de la formation. Pour que ça évolue, parce que ce qu'ils font, c'est déjà bien pour moi. Mais, quand même, il faut des efforts pour améliorer ce qu'on fait. Il faudrait que chacun d'eux enlève dans sa tête l'esprit du bassiste là, pour se remettre à apprendre à étudier la musique. Si réellement la personne veut faire carrière avec personne. Parce que ce qui est ridicule, tu peux confronter un musicien dans des événements tels que des festivals, etc., ou dans des concerts ailleurs, et qu'ils veulent que vous jouez ensemble, ils t'écrivent des partitions ou une grille, tu n'arriveras pas. Là, tu es vraiment un alphabétique de la musique. Donc, moi, je pense que pour que ça change, il faudrait que les gens acceptent la formation. Pour leur part, les mélomanes sont consternés par la tournure que prend la musique nigérienne de nos jours. Ce que disent les chanteurs dans leurs chansons n'est pas bon. À plus forte raison quand les gens se montrent presque nus. Les chansons de maintenant, le contenu est vide. Les chanteurs ne chantent plus rien d'intéressant. Il n'y a pas de proverbe, ni d'encouragement. La solution. Néanmoins, comme le dit l'adage, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aussi la réflexion qui s'impose, c'est de savoir quelle voie suivre pour améliorer la musique moderne nigérienne. Moi, je pense que la solution, c'est une éducation culturelle de masse que l'État doit mettre en place. Un programme d'éducation culturelle de masse. Tant que ces musiciens-là ne viendront pas se former, ils ne pourront jamais faire donc de la bonne musique. Enfin, la musique fait partie de la culture d'un peuple. Il est donc du devoir des autorités en charge du domaine de s'investir afin de ramener le bon sens dans les créations musicales au Niger.